Repartir de zéro, un livre de Josiane Frances. Moira scrutait souvent le ciel, avec la lunette du télescope que ses parents lui avaient offert le jour de ses 15 ans. Depuis quelques années déjà, elle suivait sur Internet les travaux de recherche des astrophysiciens sur les éruptions solaires et les trous noirs de notre galaxie, ou au-delà. Des catastrophes naturelles, la NASA en annonçait tous les jours. Ainsi, par exemple, la menace de l'astéroïde Bénur, qui devait percuter la Terre dans une centaine d'années au moins, en l'amputant d'une portion de territoire de même superficie que la France. Moira n'était pas rassurée. Plus elle scrutait le ciel, et plus elle pressentait qu'il allait bientôt se passer quelque chose sur la Terre. Elle ne se trompait pas. C'était la fin de l'été. Comme chaque année, des incendies gigantesques venaient de dévaster des milliers d'hectares de forêt. On entendit d'abord un grondement sourd. Puis la terre s'est mise à trembler comme dans un film d'épouvante. Le sol allait-il se dérober? La maison de Moira était tellement secouée que les étagères de vaisselle et de livres, les pots de fleurs et les cages à oiseaux se renversaient, entraînant dans leur chute une multitude d'objets divers, des bibelots, des portraits, tous les meubles valsaient. Les chaînes de radio et de télévision avaient cessé d'émettre. Les villes, les villages et les campagnes n'offraient que la vision d'un spectacle de désolation. La population se terrait comme elle pouvait, évitant de courir dans tous les sens, conformément aux recommandations. Un matin, le calme est revenu. À sa grande surprise, malgré l'ampleur du désastre, Moira était encore vivante. Elle cria aussitôt les noms de ses parents et de ses amis, mais personne ne répondit. Avaient-ils tous été ensevelis? Elle se sentait mal. Quel intérêt trouverait-elle à la vie sans sa famille, sans ses amis? Elle se décida enfin à sortir de sa maison, qui n'était plus qu'un tas de ruines. Le spectacle autour de chez elle était ahurissant. Les immeubles voisins s'étaient tous affaissés. Une faille béante s'était creusée au milieu de la rue. C'est en longeant le canal qu'elle a réalisé ce matin-là que les oiseaux se taisaient. Elle les voyait voleter lentement dans les platanes effeuillés du bord du canal, mais leurs becs ne produisaient aucun son. Était-elle devenue sourde? La tempête avait tout déshabillé dans son souffle puissant, mais elle n'avait pas tout emporté. Un lièvre la regarda, tout penaud, sans se débiner, comme s'il voulait s'excuser en disant qu'il n'était pour rien dans ce désastre. Était-il reconnaissant pour les épluchures de légumes qu'elle déposait pour lui dans le jardin au pied des arbres? Dans les décombres, elle retrouva son téléphone portable, cet outil de communication avec la civilisation. Il lui était devenu si indispensable qu'elle poussa un soupir de soulagement. Mais tous les logos des applications avaient disparu, laissant la place à un écran gris sur lequel n'apparaissait que son pâle reflet. Un miroir. Voilà ce qu'était devenu son smartphone. Inutile d'essayer de mettre le contact pour retrouver une connexion avec le monde. Le bouton Power ne trouvait aucune trace de connexion passée, présente ou à venir. Le troisième jour, elle désespérait à l'idée de ne plus revoir ses proches. Aucun appel au secours ne s'échappait des ruines dans toute la rue. Comment allait-elle faire pour survivre? L'odeur nauséabonde des cadavres en décomposition finit par la décourager. Elle s'enfuit. Mais pour aller où? Elle ne pouvait qu'errer d'un monticule de décombres à un autre. Toutes les rues étaient ensevelies. Elle ne reconnaissait plus rien. Elle devait accepter l'idée que tout était mort autour d'elle. Aucun secours ne viendrait. Elle se décida à suivre ce qui ressemblait à un chemin tracé entre les décombres pour se mettre en quête de survivants. Nostradamus,
L'apôtre Jean et de nombreux voyants avaient prédit l'Apocalypse depuis longtemps. Mais au fond, personne n'y croyait, tant que nos vies demeuraient épargnées douillettement grâce au progrès des sciences et des techniques. Les maladies contagieuses mortifères ou très invalidantes comme la peste, la lèpre, la tuberculose, la polio, avaient quasiment disparu grâce aux campagnes de vaccination et à l'antibiothérapie. On avait réussi à éviter la souffrance aux mères parturientes. Une batterie de vaccins était venue à bout des affections cancéreuses les plus coriaces. Aussi, la fin de vie avait été retardée d'un quart de siècle au moins pour la quasi-totalité des hommes et des femmes. La mort n'avait pas pu disparaître, mais on faisait en sorte d'y arriver sans souffrance et en l'acceptant comme une usure naturelle, inévitable, sur l'échelle du temps. Eh bien, les forces obscures qui gouvernent l'univers n'ont pas accepté que les humains s'en tirent à si bon compte. C'était inouï. Depuis des siècles, ces derniers jouaient aux apprentis sorciers, sans toutefois menacer l'équilibre de leur planète, et encore moins celui de l'univers. Mais voilà que la communauté scientifique poussa un cri d'alarme qui déclarait les humains responsables des dérèglements climatiques. On réalisait enfin le caractère paradoxal du sacro-saint progrès scientifique et technique. D'ailleurs, qu'est-ce qui n'est pas intrinsèquement pervers chez les humains? Personne n'ignore que le meilleur d'entre nous échappe inexorablement à la perfection. Lorsqu'ils découvrent une loi de physique ou de mathématiques, les chercheurs ne parviennent jamais à appréhender la totalité de ses possibles implications sur notre univers tellement complexe. Or, la population de la planète n'avait cessé de croître. Les ressources en eau et énergie fossiles s'étaient progressivement taries. Pour les exploiter, on avait dû sacrifier maintes fois l'environnement. Comme toujours, l'économique faisait la loi et dictait ses choix. C'est la fonte de la calotte glaciaire qui fit prendre conscience de l'ampleur des dégâts. Ce manomètre naturel, qui en prenait la mesure, venait de redescendre sur la position 0. Retour à la case départ. Après des siècles de développement du cerveau humain et de ses capacités cognitives sans limite, qui lui avaient donné les clés pour tirer parti des ressources de la planète, un revers brutal venait de remettre en question les avancées obtenues au prix d'efforts surhumains. Les forces obscures telluriques s'étaient ralliées à celles du cosmos pour bombarder la Terre de toutes parts et en tout lieu. Les terriens ne comptaient plus les catastrophes climatiques, séismes, incendies gigantesques, tsunamis, pluies diluviennes, inondations, tornades et cyclones, en plus des virus propagés à la vitesse grand V et parvenus au stade de pandémie. Ajoutez à cela le fléau de la guerre, ou plus exactement des guerres. Et vous comprendrez pourquoi la planète Terre s'est brusquement vidée de la plupart de ses habitants, fussent-ils humains, animaux ou végétaux. C'est tout le cycle de la vie sur Terre qui venait de recevoir un coup d'arrêt. La panique et le découragement ont gagné les premiers survivants d'un tel cataclysme. La surface de la Terre n'était plus qu'un gigantesque charnier. Les humains tombaient comme des mouches dans les zones balayées par les explosions nucléaires. Les frontières des pays s'étaient effacées comme si elles n'avaient jamais existé. Mais les hommes et les femmes qui survivaient s'acharnaient à tout remettre en ordre, à reconstruire les bases de la société, malgré le chaos et la perte de la plus grosse partie des pièces du puzzle, les savoir-faire. D'ailleurs, on manquait cruellement de savants, d'ingénierie et de main-d'œuvre pour reconstruire. Des maladies disparues depuis longtemps ressurgissaient. Les hôpitaux et les cliniques manquaient d'équipements, de médicaments et de personnel soignant. Les pays occidentaux, que l'on croyait riches, rivalisaient désormais de pauvreté et de misère avec les États africains. On opérait les patients à la hâte, dans des hôpitaux improvisés et entièrement dépourvus de personnel qualifié. Trop de gens avaient besoin de la chirurgie, car les humains ne savaient calmer ni leur cupidité, ni leur sentiment de haine.
Ils passaient leurs derniers instants de vie à s'entretuer dans des guerres interminables. Les survivants à ces conflits étaient dépourvus d'état d'âme, de pitié ou d'une quelconque morale. Ces brutes ne savaient rien faire d'autre que la guerre. Comme les bêtes sauvages de la jungle, ils ne se battaient que par instinct égoïste de survie. Ils ne faisaient plus de projets, la mort, trop vite arrivée, était leur lot quotidien. Or, c'est souvent au milieu des pires catastrophes que les humains de nature exceptionnelle voient le jour et parviennent à œuvrer de façon positive. La cupidité motive généralement les ambitieux, mais relever une région gravement sinistrée nécessite au contraire générosité et altruisme. Ces qualités très prisées sont moins répandues. Cependant, on pouvait encore les trouver chez quelques êtres d'exception après la catastrophe. Ceux-là, même dépourvus d'ambition, parce qu'ils ont su trouver une faille essentielle dans la nouvelle organisation du monde, alors qu'il n'était que chaos, réussissent à s'emparer de la meilleure place, celle de la gouvernance. Très vite, ils en tirent une légitimité et jouissent d'un véritable pouvoir sur les esprits timorés qui les entourent. Qui aurait eu l'idée de s'installer sur un trône aussi défait, aussi moribond? Généralement, le commun des mortels préfère baisser les bras et laisser ces sortes d'ennuis, la gestion des situations compliquées, voire insolubles, à d'autres. Mais c'est à partir du moment où quelqu'un de courageux a réussi à reprendre les affaires en main que des concurrents se dévoilent, prêts à prendre sa place, sans se douter que l'autre a déjà pris une bonne avance sur eux. L'arrivée au pouvoir de l'autre était très attendue sur cette portion du territoire en ruine. Les survivants avaient besoin d'une organisation disciplinée, d'un dirigeant capable de prendre des décisions et d'attribuer à chaque citoyen un rôle dans les opérations de reconstruction du territoire. La population ne supportait plus de vivre dans l'anarchie, le désordre, l'insécurité et leurs corollaires, le manque d'hygiène, de soins médicaux, de nourriture. L'installation de l'autre sur le trône fut donc saluée de tous les survivants par des ovations, des démonstrations de joie, notamment l'organisation de grandes fêtes où chacun partageait ses maigres ressources avec la collectivité. Il fallait recréer en urgence un embryon de société. L'autre s'était porté volontaire pour diriger ce chantier difficile et c'était à son avantage. C'est donc dans un élan de liesse populaire que l'autre fut accueilli au commandement suprême du territoire maudit. Abbas, c'était son nom, était un homme intelligent. Il avait bien compris que pour sortir du chaos, il fallait rassembler toutes les bonnes volontés. Le chantier était immense. Le travail de plusieurs années était perdu dans tous les domaines de la connaissance, notamment la mémoire des processus de fabrication. Pendant de longues années, on n'en verrait pas la fin, pour peu que des tensions surgissent entre les actifs et qu'elles dégénèrent en combats fratricides. La chose paraissait inévitable sur la durée, étant donné le tempérament envieux et jaloux des humains. Mais le sauveur de la nation était là. Il venait de redonner de l'espoir aux habitants de ce territoire maudit. Il avait osé donner l'exemple. Sa bonne volonté lui fit des disciples. C'était pour le bien de tous. Abbas était juste, mais aussi chacun lui apportait volontiers son aide, son soutien, sans rechigner. Dans ce marché, il était doublement gagnant. Non seulement le peuple s'échinait à reconstruire les routes et les bâtiments, mais en plus, il remerciait généreusement son chef en le couvrant de cadeaux utiles, souvent de la nourriture, afin qu'il ne manquât de rien. Abbas était l'homme de la situation, mais le territoire était exsangue. La monnaie des échanges était le troc, assorti de quelques objets d'art trouvés dans les décombres. Le peuple était pauvre, mais, grâce à l'exemple d'Abbas, il était plein de bonne volonté et avait même retrouvé l'enthousiasme et l'espoir. Les échanges de services entre citoyens
apaiser les relations de voisinage. D'ailleurs, Abbas réconfortait ses troupes en leur déclarant « Compagnons de misère, seule notre volonté et notre courage nous sortiront de ce mauvais pas. Nous sommes sur la bonne voie, rassurez-vous, en comptant sur la force de nos bras, nous gagnerons ce combat. » Le peuple avait écouté le message. Abbas releva le territoire maudit de ses ruines. Ses premières ambitions se commuèrent en sagesse au fur et à mesure qu'il prenait conscience de l'importance de sa mission aux yeux du peuple. Reconstruire le territoire, c'était déjà un défi titanesque, mais la moindre avancée de ses travaux était immédiatement perceptible, ce qui remontait le moral des troupes, les flattait, les encourageait et contribuait à recréer des liens fraternels entre les habitants. Avant la catastrophe, les citoyens n'avaient plus confiance en leurs dirigeants. La presse ne manquait pas d'étaler leurs frasques coûteuses quand ce n'était pas des prises illégales d'intérêt ou carrément des détournements de fonds publics. Ils étaient souvent les premiers à enfreindre les lois. Il ne fallait pas s'étonner alors que les citoyens fissent de même, et cela durait depuis des siècles. Le pouvoir profitait presque toujours à ses détenteurs de la même manière, même s'ils se réclamaient au départ d'idéaux révolutionnaires. Le pire, c'est qu'en dépit de leur court passage sur terre, les puissants s'arrangeaient pour accaparer les arcanes du pouvoir au profit de leur lignée. De sorte que la puissance, la richesse, ne changeaient jamais de main. Parfois le peuple excédé se révoltait, mais les puissants savaient le faire taire avec leur police, leurs soldats en armes. Comme l'histoire se répétait indéfiniment, le peuple finissait par se persuader que son sort était fatal, qu'il ne pourrait rien y changer, quoi qu'il fît. Mais avec Abbas, tout était tellement différent. La population avait tant souffert après une telle catastrophe qu'il eût été trop cruel et même criminel de la brimer davantage en la rendant esclave d'un pouvoir despotique. Abbas comprenait cela et ne chercha jamais à profiter du malheur de ses concitoyens. 20 ans après la catastrophe et l'arrivée au pouvoir d'Abbas, chacun pouvait se réjouir à la vue des ouvrages reconstruits pour le bien des survivants du territoire maudit. Abbas était toujours égal à lui-même. Le peuple lui était reconnaissant pour sa volonté et sa sagesse, mais aussi pour le pragmatisme dont il avait fait preuve en débarrassant la nouvelle société de tout ce qui alourdissait autrefois la vie des citoyens, à commencer par la morale culpabilisante et traumatisante. Dès le début, Abbas avait détendu l'atmosphère en démontrant à ses concitoyens que les règles de la société d'avant la catastrophe, celles des religieux et celles de l'autorité civile, n'étaient destinées qu'à renforcer et pérenniser le pouvoir des nantis au détriment des plus démunis. Chaque jour, il en faisait la démonstration et s'éloignait des schémas traditionnels. La morale n'était qu'un garde-fou, érigé pour rendre le peuple docile, pour qu'il se croie toujours coupable. Elle imposait ses schémas de vie rigides aux individus, y compris même dans les moments les plus intimes. Abbas considérait qu'il refaisait le monde comme les premiers hommes avaient dû le construire au premier temps de notre histoire. Mais à la différence des hommes primitifs, ses compagnons et lui-même avaient le souvenir de leur expérience de vie antérieure au séisme. Ils ne partaient pas de zéro, mais d'une civilisation très élaborée. Peu à peu, ils reconstituaient leur territoire en prenant en compte les bouleversements intervenus dans le relief et s'appliquaient à en dessiner une nouvelle cartographie. Ils retrouvaient des repères, si bien qu'en quelques années, ils avaient réussi à recréer des régions et des circonscriptions administratives. Ils en étaient fiers, ils ne manquaient pas d'organiser des semaines festives et même orgiaques pour se vautrer à nouveau dans le plaisir et oublier la catastrophe. Abbas a toléré ces excès, mais il avait créé des unités de police chargées de contrôler ces débordements. Ces policiers pratiquaient les arts martiaux,
mais il n'était pas armé. Connaissant le caractère fantasque et imprévisible des humains dans les grandes beuveries, Abbas préférait éviter que les fêtes ne tournent au drame. C'est alors qu'un nouveau boom des naissances repeupla le territoire maudit. La vie triomphait enfin. C'est dimanche aujourd'hui, et c'est jour de fête au pays. Un jour pas comme les autres, un jour magique, un de ces dimanches comme on n'en a pas connu depuis longtemps. Ce matin, dès les premières lueurs de l'aube, une effervescence inaccoutumée s'empare du village. Quelque chose se prépare. De chaque maison s'échappent des rires, des cris de joie ou d'impatience. Ici, chacun est impliqué dans la préparation de la fête du grand patron. Abbas le vénéré, le frère tant aimé, l'ami fidèle et généreux, l'amant le plus doux et le plus loyal, l'homme le plus viril et le plus courageux du pays de Cran. En ce dimanche de fête mémorable, le village s'apprête à recevoir la visite de son grand patron. À chaque balcon sont installées des guirlandes, des étendards, des bannières aux couleurs vives, des hampes florales en abondance. Le village sort brusquement de sa torpeur quotidienne avec cette explosion de joie qui signifie que tout le monde est heureux, que la société est en parfaite harmonie, que tous les villageois sont unis dans cette célébration collective. L'amitié et l'amour règnent en maître au village de Cran. Personne n'y déroge, le bonheur est partagé de tous. Les villageois n'ont qu'une hâte, retrouver Abbas le bien-aimé. Des réunions acharnées jusqu'aux heures les plus avancées de la nuit ont précédé cette journée pour s'assurer qu'aucun préparatif n'avait été oublié. Le jour J, les hommes revêtiront leurs beaux costumes noirs et leurs grands chapeaux en signe de respect. Ils chanteront tous en chœur l'hymne fraternel en l'honneur d'Abbas. Des tréteaux ont été dressés sur la place du village, sous les platanes géants, pour accueillir l'orchestre et les troupes de saltimbanques. Tout autour de la scène, des tables et des bancs recevront les convives, Abbas et ses amis. Là, ils partageront un repas pantagruélique, préparé avec amour. Le vin, cet élixir de la fête, sera servi en abondance dans les bars et les tavernes du village du matin jusqu'au soir par les filles du pays les moins farouches. D'autres filles plus belles et élégantes, soucieuses de leur apparence, accueilleront le grand patron paré de leurs plus beaux atours. Parmi elles, Abbas fera connaître aux villageois l'élu de son cœur, sa nouvelle amie intime, la plus mystérieuse. Repartir de zéro, un livre de Josiane Francis. Moira scrutait souvent le ciel, avec la lunette du télescope que ses parents lui avaient offert le jour de ses 15 ans. Depuis quelques années déjà, elle suivait sur Internet les travaux de recherche des astrophysiciens sur les éruptions solaires et les trous noirs de notre galaxie, ou au-delà. Des catastrophes naturelles, la NASA en annonçait tous les jours. Ainsi, par exemple, la menace de l'astéroïde Bénur, qui devait percuter la Terre dans une centaine d'années au moins, en l'amputant d'une portion de territoire de même superficie que la France. Moira n'était pas rassurée. Plus elle scrutait le ciel, et plus elle pressentait qu'il allait bientôt se passer quelque chose sur la Terre. Elle ne se trompait pas. C'était la fin de l'été. Comme chaque année, des incendies gigantesques venaient de dévaster des milliers d'hectares de forêt. On entendit d'abord un grondement sourd. Puis la terre s'est mise à trembler comme dans un film d'épouvante. Le sol allait-il se dérober? La maison de Moira était tellement secouée que les étagères de vaisselle et de livres, les pots de fleurs et les cages à oiseaux
se renverser, entraînant dans leur chute une multitude d'objets divers, des bibelots, des portraits, tous les meubles valsaient. Les chaînes de radio et de télévision avaient cessé d'émettre. Les villes, les villages et les campagnes n'offraient que la vision d'un spectacle de désolation. La population se terrait comme elle pouvait, évitant de courir dans tous les sens conformément aux recommandations. Un matin, le calme est revenu. À sa grande surprise, malgré l'ampleur du désastre, Moira était encore vivante. Elle cria aussitôt les noms de ses parents et de ses amis, mais personne ne répondit. Avaient-ils tous été ensevelis? Elle se sentait mal. Quel intérêt trouverait-elle à la vie sans sa famille, sans ses amis? Elle se décida enfin à sortir de sa maison, qui n'était plus qu'un tas de ruines. Le spectacle autour de chez elle était ahurissant. Les immeubles voisins s'étaient tous affaissés. Une faille béante s'était creusée au milieu de la rue. C'est en longeant le canal qu'elle a réalisé ce matin-là que les oiseaux se taisaient. Elle les voyait voleter lentement dans les platanes effeuillés du bord du canal, mais leurs becs ne produisaient aucun son. Était-elle devenue sourde? La tempête avait tout déshabillé dans son souffle puissant, mais elle n'avait pas tout emporté. Un lièvre la regarda, tout penaud, sans se débiner, comme s'il voulait s'excuser en disant qu'il n'était pour rien dans ce désastre. Était-il reconnaissant pour les épluchures de légumes qu'elle déposait pour lui dans le jardin au pied des arbres? Dans les décombres, elle retrouva son téléphone portable, cet outil de communication avec la civilisation. Il lui était devenu si indispensable qu'elle poussa un soupir de soulagement. Mais tous les logos des applications avaient disparu, laissant la place à un écran gris sur lequel n'apparaissait que son pâle reflet. Un miroir. Voilà ce qu'était devenu son smartphone. Inutile d'essayer de mettre le contact pour retrouver une connexion avec le monde. Le bouton Power ne trouvait aucune trace de connexion passée, présente ou à venir. Le 3e jour, elle désespérait à l'idée de ne plus revoir ses proches. Aucun appel au secours ne s'échappait des ruines dans toute la rue. Comment allait-elle faire pour survivre? L'odeur nauséabonde des cadavres en décomposition finit par la décourager. Elle s'enfuit. Mais pour aller où? Elle ne pouvait qu'errer d'un monticule de décombres à un autre. Toutes les rues étaient ensevelies. Elle ne reconnaissait plus rien. Elle devait accepter l'idée que tout était mort autour d'elle. Aucun secours ne viendrait. Elle se décida à suivre ce qui ressemblait à un chemin tracé entre les décombres pour se mettre en quête de survivants. Nostradamus, l'apôtre Jean et de nombreux voyants avaient prédit l'apocalypse depuis longtemps. Mais au fond, personne n'y croyait, tant que nos vies demeuraient épargnées douillettement grâce au progrès des sciences et des techniques. Les maladies contagieuses mortifères ou très invalidantes comme la peste, la lèpre, la tuberculose, la polio, avaient quasiment disparu grâce aux campagnes de vaccination et à l'antibiothérapie. On avait réussi à éviter la souffrance aux mères parturientes. Une batterie de vaccins était venue à bout des affections cancéreuses les plus coriaces. Aussi, la fin de vie avait été retardée d'un quart de siècle au moins pour la quasi-totalité des hommes et des femmes. La mort n'avait pas pu disparaître, mais on faisait en sorte d'y arriver sans souffrance et en l'acceptant comme une usure naturelle, inévitable, sur l'échelle du temps. Eh bien, les forces obscures qui gouvernent l'univers n'ont pas accepté que les humains s'en tirent à si bon compte. C'était inouï. Depuis des siècles, ces derniers jouaient aux apprentis sorciers, sans toutefois menacer l'équilibre de leur planète, et encore moins celui de l'univers. Mais voilà que la communauté scientifique poussa un cri d'alarme qui déclarait les humains responsables des dérèglements climatiques.
ont réalisé enfin le caractère paradoxal du sacro-saint progrès scientifique et technique. D'ailleurs, qu'est-ce qui n'est pas intrinsèquement pervers chez les humains? Personne n'ignore que le meilleur d'entre nous échappe inexorablement à la perfection. Lorsqu'ils découvrent une loi de physique ou de mathématiques, les chercheurs ne parviennent jamais à appréhender la totalité de ses possibles implications sur notre univers tellement complexe. Or, la population de la planète n'avait cessé de croître. Les ressources en eau et énergie fossiles s'étaient progressivement taries. Pour les exploiter, on avait dû sacrifier maintes fois l'environnement. Comme toujours, l'économique faisait la loi et dictait ses choix. C'est la fonte de la calotte glaciaire qui fit prendre conscience de l'ampleur des dégâts. Ce manomètre naturel, qui en prenait la mesure, venait de redescendre sur la position zéro. Retour à la case départ. Après des siècles de développement du cerveau humain et de ses capacités cognitives sans limite, qui lui avaient donné les clés pour tirer parti des ressources de la planète, un revers brutal venait de remettre en question les avancées obtenues au prix d'efforts surhumains. Les forces obscures telluriques s'étaient ralliées à celles du cosmos pour bombarder la Terre de toutes parts et en tout lieu. Les terriens ne comptaient plus les catastrophes climatiques, séismes, incendies gigantesques, tsunamis, pluies diluviennes, inondations, tornades et cyclones, en plus des virus propagés à la vitesse grand V et parvenus au stade de pandémie. Ajoutez à cela le fléau de la guerre, ou plus exactement des guerres. Et vous comprendrez pourquoi la planète Terre s'est brusquement vidée de la plupart de ses habitants, fussent-ils humains, animaux ou végétaux. C'est tout le cycle de la vie sur Terre qui venait de recevoir un coup d'arrêt. La panique et le découragement ont gagné les premiers survivants d'un tel cataclysme. La surface de la Terre n'était plus qu'un gigantesque charnier. Les humains tombaient comme des mouches dans les zones balayées par les explosions nucléaires. Les frontières des pays s'étaient effacées comme si elles n'avaient jamais existé. Mais les hommes et les femmes qui survivaient s'acharnaient à tout remettre en ordre, à reconstruire les bases de la société, malgré le chaos et la perte de la plus grosse partie des pièces du puzzle, les savoir-faire. D'ailleurs, on manquait cruellement de savants, d'ingénierie et de main-d'œuvre pour reconstruire. Des maladies disparues depuis longtemps ressurgissaient. Les hôpitaux et les cliniques manquaient d'équipements, de médicaments et de personnel soignant. Les pays occidentaux, que l'on croyait riches, rivalisaient désormais de pauvreté et de misère avec les États africains. On opérait les patients à la hâte, dans des hôpitaux improvisés et entièrement dépourvus de personnel qualifié. Trop de gens avaient besoin de la chirurgie, car les humains ne savaient calmer ni leur cupidité, ni leurs sentiments de haine. Ils passaient leurs derniers instants de vie à s'entretuer dans des guerres interminables. Les survivants à ces conflits étaient dépourvus d'état d'âme, de pitié ou d'une quelconque morale. Ces brutes ne savaient rien faire d'autre que la guerre. Comme les bêtes sauvages de la jungle, ils ne se battaient que par instinct égoïste de survie. Ils ne faisaient plus de projets, la mort, trop vite arrivée, était leur lot quotidien. Or, c'est souvent au milieu des pires catastrophes que les humains de nature exceptionnelle voient le jour et parviennent à œuvrer de façon positive. La cupidité motive généralement les ambitieux, mais relever une région gravement sinistrée nécessite au contraire générosité et altruisme. Ces qualités très prisées sont moins répandues. Cependant, on pouvait encore les trouver chez quelques êtres d'exception après la catastrophe. Ceux-là, même dépourvus d'ambition, parce qu'ils ont su trouver une faille essentielle dans la nouvelle organisation du monde, alors qu'il n'était que chaos, réussissent à s'emparer de la meilleure place, celle de la gouvernance. Très vite, ils en tirent une légitimité et jouissent d'un véritable pouvoir sur les esprits timorés qui les entourent.
Qui aurait eu l'idée de s'installer sur un trône aussi défait, aussi moribond? Généralement, le commun des mortels préfère baisser les bras et laisser ces sortes d'ennuis, la gestion des situations compliquées, voire insolubles, à d'autres. Mais c'est à partir du moment où quelqu'un de courageux a réussi à reprendre les affaires en main que des concurrents se dévoilent, prêts à prendre sa place, sans se douter que l'autre a déjà pris une bonne avance sur eux. L'arrivée au pouvoir de l'autre était très attendue sur cette portion du territoire en ruine. Les survivants avaient besoin d'une organisation disciplinée, d'un dirigeant capable de prendre des décisions et d'attribuer à chaque citoyen un rôle dans les opérations de reconstruction du territoire. La population ne supportait plus de vivre dans l'anarchie, le désordre, l'insécurité et leurs corollaires, le manque d'hygiène, de soins médicaux, de nourriture. L'installation de l'autre sur le trône fut donc saluée de tous les survivants par des ovations, des démonstrations de joie, notamment l'organisation de grandes fêtes où chacun partageait ses maigres ressources avec la collectivité. Il fallait recréer en urgence un embryon de société. L'autre s'était porté volontaire pour diriger ce chantier difficile et c'était à son avantage. C'est donc dans un élan de liesse populaire que l'autre fut accueilli au commandement suprême du territoire maudit. Abbas, c'était son nom, était un homme intelligent. Il avait bien compris que pour sortir du chaos, il fallait rassembler toutes les bonnes volontés. Le chantier était immense. Le travail de plusieurs années était perdu dans tous les domaines de la connaissance, notamment la mémoire des processus de fabrication. Pendant de longues années, on n'en verrait pas la fin, pour peu que des tensions surgissent entre les actifs et qu'elles dégénèrent en combats fratricides. La chose paraissait inévitable sur la durée, étant donné le tempérament envieux et jaloux des humains. Mais le sauveur de la nation était là. Il venait de redonner de l'espoir aux habitants de ce territoire maudit. Il avait osé donner l'exemple. Sa bonne volonté lui fit des disciples. C'était pour le bien de tous. Abbas était juste, mais aussi chacun lui apportait volontiers son aide, son soutien, sans rechigner. Dans ce marché, il était doublement gagnant. Non seulement le peuple s'échinait à reconstruire les routes et les bâtiments, mais en plus, il remerciait généreusement son chef en le couvrant de cadeaux utiles, souvent de la nourriture, afin qu'il ne manquât de rien. Abbas était l'homme de la situation, mais le territoire était exsangue. La monnaie des échanges était le troc, assorti de quelques objets d'art trouvés dans les décombres. Le peuple était pauvre, mais, grâce à l'exemple d'Abbas, il était plein de bonne volonté et avait même retrouvé l'enthousiasme et l'espoir. Les échanges de services entre citoyens apaisaient les relations de voisinage. D'ailleurs, Abbas réconfortait ses troupes en leur déclarant « Compagnons de misère, seule notre volonté et notre courage nous sortiront de ce mauvais pas. Nous sommes sur la bonne voie, rassurez-vous, en comptant sur la force de nos bras, nous gagnerons ce combat. » Le peuple avait écouté le message. Abbas releva le territoire maudit de ses ruines. Ses premières ambitions se commuèrent en sagesse au fur et à mesure qu'il prenait conscience de l'importance de sa mission aux yeux du peuple. Reconstruire le territoire, c'était déjà un défi titanesque, mais la moindre avancée de ses travaux était immédiatement perceptible, ce qui remontait le moral des troupes, les flattait, les encourageait et contribuait à recréer des liens fraternels entre les habitants. Avant la catastrophe, les citoyens n'avaient plus confiance en leurs dirigeants. La presse ne manquait pas d'étaler leurs frasques coûteuses quand ce n'était pas des prises illégales d'intérêt ou carrément des détournements de fonds publics. Ils étaient souvent les premiers à enfreindre les lois. Il ne fallait pas s'étonner alors que les citoyens fissent de même, et cela durait depuis des siècles. Le pouvoir profitait presque toujours à ses détenteurs
de la même manière, même s'ils se réclamaient au départ d'idéaux révolutionnaires. Le pire, c'est qu'en dépit de leur court passage sur terre, les puissants s'arrangeaient pour accaparer les arcanes du pouvoir au profit de leur lignée. De sorte que la puissance, la richesse ne changeaient jamais de main. Parfois le peuple excédé se révoltait, mais les puissants savaient le faire taire avec leur police, leurs soldats en armes. Comme l'histoire se répétait indéfiniment, le peuple finissait par se persuader que son sort était fatal, qu'il ne pourrait rien y changer, quoi qu'il fît. Mais avec Abbas, tout était tellement différent. La population avait tant souffert après une telle catastrophe qu'il eût été trop cruel et même criminel de la brimer davantage en la rendant esclave d'un pouvoir despotique. Abbas comprenait cela et ne chercha jamais à profiter du malheur de ses concitoyens. 20 ans après la catastrophe et l'arrivée au pouvoir d'Abbas, chacun pouvait se réjouir à la vue des ouvrages reconstruits pour le bien des survivants du territoire maudit. Abbas était toujours égal à lui-même. Le peuple lui était reconnaissant pour sa volonté et sa sagesse, mais aussi pour le pragmatisme dont il avait fait preuve en débarrassant la nouvelle société de tout ce qui alourdissait autrefois la vie des citoyens, à commencer par la morale culpabilisante et traumatisante. Dès le début, Abbas avait détendu l'atmosphère en démontrant à ses concitoyens que les règles de la société d'avant la catastrophe, celles des religieux et celles de l'autorité civile, n'étaient destinées qu'à renforcer et pérenniser le pouvoir des nantis au détriment des plus démunis. Chaque jour, il en faisait la démonstration et s'éloignait des schémas traditionnels. La morale n'était qu'un garde-fou, érigé pour rendre le peuple docile, pour qu'il se croie toujours coupable. Elle imposait ses schémas de vie rigides aux individus, y compris même dans les moments les plus intimes. Abbas considérait qu'il refaisait le monde comme les premiers hommes avaient dû le construire au premier temps de notre histoire. Mais à la différence des hommes primitifs, ses compagnons et lui-même avaient le souvenir de leur expérience de vie antérieure au séisme. Ils ne partaient pas de zéro, mais d'une civilisation très élaborée. Peu à peu, ils reconstituaient leur territoire en prenant en compte les bouleversements intervenus dans le relief et s'appliquaient à en dessiner une nouvelle cartographie. Ils retrouvaient des repères, si bien qu'en quelques années, ils avaient réussi à recréer des régions et des circonscriptions administratives. Ils en étaient fiers, ils ne manquaient pas d'organiser des semaines festives et même orgiaques pour se vautrer à nouveau dans le plaisir et oublier la catastrophe. Abbas a toléré ces excès, mais il avait créé des unités de police chargées de contrôler ces débordements. Ces policiers pratiquaient les arts martiaux, mais ils n'étaient pas armés. Connaissant le caractère fantasque et imprévisible des humains dans les grandes beuveries, Abbas préférait éviter que les fêtes ne tournent au drame. C'est alors qu'un nouveau boom des naissances repeupla le territoire maudit. La vie triomphait enfin. C'est dimanche aujourd'hui, et c'est jour de fête au pays. Un jour pas comme les autres, un jour magique, un de ces dimanches comme on n'en a pas connu depuis longtemps. Ce matin, dès les premières lueurs de l'aube, une effervescence inaccoutumée s'empare du village. Quelque chose se prépare. De chaque maison s'échappent des rires, des cris de joie ou d'impatience. Ici, chacun est impliqué dans la préparation de la fête du grand patron. Abbas le vénéré, le frère tant aimé, l'ami fidèle et généreux, l'amant le plus doux et le plus loyal, l'homme le plus viril et le plus courageux du pays de Cran. En ce dimanche de fête mémorable, le village s'apprête à recevoir la visite de son grand patron. À chaque balcon sont installées des guirlandes, des étendards, des bannières aux couleurs vives, des hampes florales en abondance. Le village sort brusquement de sa torpeur quotidienne avec cette explosion de joie
qui signifie que tout le monde est heureux, que la société est en parfaite harmonie, que tous les villageois sont unis dans cette célébration collective. L'amitié et l'amour règnent en maître au village de Cran. Personne n'y déroge, le bonheur est partagé de tous. Les villageois n'ont qu'une hâte, retrouver Abbas le bien-aimé. Des réunions acharnées jusqu'aux heures les plus avancées de la nuit ont précédé cette journée pour s'assurer qu'aucun préparatif n'avait été oublié. Le jour J, les hommes revêtiront leurs beaux costumes noirs et leurs grands chapeaux en signe de respect. Ils chanteront tous en chœur l'hymne fraternel en l'honneur d'Abbas. Des tréteaux ont été dressés sur la place du village, sous les platanes géants, pour accueillir l'orchestre et les troupes de saltimbanques. Tout autour de la scène, des tables et des bancs recevront les convives, Abbas et ses amis. Là, ils partageront un repas pantagruélique, préparé avec amour. Le vin, cet élixir de la fête, sera servi en abondance dans les bars et les tavernes du village du matin jusqu'au soir par les filles du pays les moins farouches. D'autres filles plus belles et élégantes, soucieuses de leur apparence, accueilleront le grand patron paré de leurs plus beaux atours. Parmi elles, Abbas fera connaître aux villageois l'élu de son cœur, sa nouvelle amie intime, la plus mystérieuse. Repartir de zéro, un livre de Josiane Francis. Moira scrutait souvent le ciel, avec la lunette du télescope que ses parents lui avaient offert le jour de ses 15 ans. Depuis quelques années déjà, elle suivait sur Internet les travaux de recherche des astrophysiciens sur les éruptions solaires et les trous noirs de notre galaxie, ou au-delà. Des catastrophes naturelles, la NASA en annonçait tous les jours. Ainsi, par exemple, la menace de l'astéroïde Bénur, qui devait percuter la Terre dans une centaine d'années au moins, en l'amputant d'une portion de territoire de même superficie que la France. Moira n'était pas rassurée. Plus elle scrutait le ciel, et plus elle pressentait qu'il allait bientôt se passer quelque chose sur la Terre. Elle ne se trompait pas. C'était la fin de l'été. Comme chaque année, des incendies gigantesques venaient de dévaster des milliers d'hectares de forêt. On entendit d'abord un grondement sourd. Puis la terre s'est mise à trembler comme dans un film d'épouvante. Le sol allait-il se dérober? La maison de Moira était tellement secouée que les étagères de vaisselle et de livres, les pots de fleurs et les cages à oiseaux se renversaient, entraînant dans leur chute une multitude d'objets divers, des bibelots, des portraits, tous les meubles valsaient. Les chaînes de radio et de télévision avaient cessé d'émettre. Les villes, les villages et les campagnes n'offraient que la vision d'un spectacle de désolation. La population se terrait comme elle pouvait, évitant de courir dans tous les sens conformément aux recommandations. Un matin, le calme est revenu. À sa grande surprise, malgré l'ampleur du désastre, Moira était encore vivante. Elle cria aussitôt les noms de ses parents et de ses amis, mais personne ne répondit. Avaient-ils tous été ensevelis? Elle se sentait mal. Quel intérêt trouverait-elle à la vie sans sa famille, sans ses amis? Elle se décida enfin à sortir de sa maison, qui n'était plus qu'un tas de ruines. Le spectacle autour de chez elle était ahurissant. Les immeubles voisins s'étaient tous affaissés. Une faille béante s'était creusée au milieu de la rue. C'est en longeant le canal qu'elle a réalisé ce matin-là que les oiseaux se taisaient. Elle les voyait voleter lentement dans les platanes effeuillés du bord du canal, mais leurs becs ne produisaient aucun son. Était-elle devenue sourde?
La tempête avait tout déshabillé dans son souffle puissant, mais elle n'avait pas tout emporté. Un lièvre la regarda, tout penaud, sans se débiner, comme s'il voulait s'excuser en disant qu'il n'était pour rien dans ce désastre. Était-il reconnaissant pour les épluchures de légumes qu'elle déposait pour lui dans le jardin au pied des arbres? Dans les décombres, elle retrouva son téléphone portable, cet outil de communication avec la civilisation. Il lui était devenu si indispensable qu'elle poussa un soupir de soulagement. Mais tous les logos des applications avaient disparu, laissant la place à un écran gris sur lequel n'apparaissait que son pâle reflet. Un miroir. Voilà ce qu'était devenu son smartphone. Inutile d'essayer de mettre le contact pour retrouver une connexion avec le monde. Le bouton Power ne trouvait aucune trace de connexion passée, présente ou à venir. Le troisième jour, elle désespérait à l'idée de ne plus revoir ses proches. Aucun appel au secours ne s'échappait des ruines dans toute la rue. Comment allait-elle faire pour survivre? L'odeur nauséabonde des cadavres en décomposition finit par la décourager. Elle s'enfuit. Mais pour aller où? Elle ne pouvait qu'errer d'un monticule de décombres à un autre. Toutes les rues étaient ensevelies. Elle ne reconnaissait plus rien. Elle devait accepter l'idée que tout était mort autour d'elle. Aucun secours ne viendrait. Elle se décida à suivre ce qui ressemblait à un chemin tracé entre les décombres pour se mettre en quête de survivants. Nostradamus, l'apôtre Jean et de nombreux voyants avaient prédit l'apocalypse depuis longtemps. Mais au fond, personne n'y croyait, tant que nos vies demeuraient épargnées douillettement grâce au progrès des sciences et des techniques. Les maladies contagieuses mortifères ou très invalidantes comme la peste, la lèpre, la tuberculose, la polio, avaient quasiment disparu grâce aux campagnes de vaccination et à l'antibiothérapie. On avait réussi à éviter la souffrance aux mères parturientes. Une batterie de vaccins était venue à bout des affections cancéreuses les plus coriaces. Aussi, la fin de vie avait été retardée d'un quart de siècle au moins pour la quasi-totalité des hommes et des femmes. La mort n'avait pas pu disparaître, mais on faisait en sorte d'y arriver sans souffrance et en l'acceptant comme une usure naturelle, inévitable, sur l'échelle du temps. Eh bien, les forces obscures qui gouvernent l'univers n'ont pas accepté que les humains s'en tirent à si bon compte. C'était inouï. Depuis des siècles, ces derniers jouaient aux apprentis sorciers, sans toutefois menacer l'équilibre de leur planète, et encore moins celui de l'univers. Mais voilà que la communauté scientifique poussa un cri d'alarme qui déclarait les humains responsables des dérèglements climatiques. On réalisait enfin le caractère paradoxal du sacro-saint progrès scientifique et technique. D'ailleurs, qu'est-ce qui n'est pas intrinsèquement pervers chez les humains? Personne n'ignore que le meilleur d'entre nous échappe inexorablement à la perfection. Lorsqu'ils découvrent une loi de physique ou de mathématiques, les chercheurs ne parviennent jamais à appréhender la totalité de ses possibles implications sur notre univers tellement complexe. Or, la population de la planète n'avait cessé de croître. Les ressources en eau et énergie fossiles s'étaient progressivement taries. Pour les exploiter, on avait dû sacrifier maintes fois l'environnement. Comme toujours, l'économique faisait la loi et dictait ses choix. C'est la fonte de la calotte glaciaire qui fit prendre conscience de l'ampleur des dégâts. Ce manomètre naturel qui en prenait la mesure venait de redescendre sur la position 0. Retour à la case départ. Après des siècles de développement du cerveau humain et de ses capacités cognitives sans limite, qui lui avaient donné les clés pour tirer parti des ressources de la planète, un revers brutal venait de remettre en question les avancées obtenues au prix d'efforts surhumains.
Les forces obscures telluriques s'étaient ralliées à celles du cosmos pour bombarder la Terre de toutes parts et en tout lieu. Les terriens ne comptaient plus les catastrophes climatiques, séismes, incendies gigantesques, tsunamis, pluies diluviennes, inondations, tornades et cyclones, en plus des virus propagés à la vitesse grand V et parvenus au stade de pandémie. Ajoutez à cela le fléau de la guerre, ou plus exactement des guerres, et vous comprendrez pourquoi la planète Terre s'est brusquement vidée de la plupart de ses habitants, fussent-ils humains, animaux ou végétaux. C'est tout le cycle de la vie sur Terre qui venait de recevoir un coup d'arrêt. La panique et le découragement ont gagné les premiers survivants d'un tel cataclysme. La surface de la Terre n'était plus qu'un gigantesque charnier. Les humains tombaient comme des mouches dans les zones balayées par les explosions nucléaires. Les frontières des pays s'étaient effacées comme si elles n'avaient jamais existé. Mais les hommes et les femmes qui survivaient s'acharnaient à tout remettre en ordre, à reconstruire les bases de la société, malgré le chaos et la perte de la plus grosse partie des pièces du puzzle, les savoir-faire. D'ailleurs, on manquait cruellement de savants, d'ingénierie et de main-d'œuvre pour reconstruire. Des maladies disparues depuis longtemps ressurgissaient. Les hôpitaux et les cliniques manquaient d'équipements, de médicaments et de personnel soignant. Les pays occidentaux, que l'on croyait riches, rivalisaient désormais de pauvreté et de misère avec les États africains. On opérait les patients à la hâte, dans des hôpitaux improvisés et entièrement dépourvus de personnel qualifié. Trop de gens avaient besoin de la chirurgie, car les humains ne savaient calmer ni leur cupidité, ni leur sentiment de haine. Ils passaient leurs derniers instants de vie à s'entretuer dans des guerres interminables. Les survivants à ces conflits étaient dépourvus d'état d'âme, de pitié ou d'une quelconque morale. Ces brutes ne savaient rien faire d'autre que la guerre. Comme les bêtes sauvages de la jungle, ils ne se battaient que par instinct égoïste de survie. Ils ne faisaient plus de projets, la mort, trop vite arrivée, était leur lot quotidien. Or, c'est souvent au milieu des pires catastrophes que les humains de nature exceptionnelle voient le jour et parviennent à œuvrer de façon positive. La cupidité motive généralement les ambitieux, mais relever une région gravement sinistrée nécessite au contraire générosité et altruisme. Ces qualités très prisées sont moins répandues. Cependant, on pouvait encore les trouver chez quelques êtres d'exception après la catastrophe. Ceux-là, même dépourvus d'ambition, parce qu'ils ont su trouver une faille essentielle dans la nouvelle organisation du monde, alors qu'il n'était que chaos, réussissent à s'emparer de la meilleure place, celle de la gouvernance. Très vite, ils en tirent une légitimité et jouissent d'un véritable pouvoir sur les esprits timorés qui les entourent. Qui aurait eu l'idée de s'installer sur un trône aussi défait, aussi moribond? Généralement, le commun des mortels préfère baisser les bras et laisser ces sortes d'ennuis, la gestion des situations compliquées, voire insolubles, à d'autres. Mais c'est à partir du moment où quelqu'un de courageux a réussi à reprendre les affaires en main que des concurrents se dévoilent, prêts à prendre sa place, sans se douter que l'autre a déjà pris une bonne avance sur eux. L'arrivée au pouvoir de l'autre était très attendue sur cette portion du territoire en ruine. Les survivants avaient besoin d'une organisation disciplinée, d'un dirigeant capable de prendre des décisions et d'attribuer à chaque citoyen un rôle dans les opérations de reconstruction du territoire. La population ne supportait plus de vivre dans l'anarchie, le désordre, l'insécurité et leurs corollaires, le manque d'hygiène, de soins médicaux, de nourriture. L'installation de l'autre sur le trône fut donc saluée de tous les survivants par des ovations, des démonstrations de joie, notamment l'organisation de grandes fêtes où chacun partageait ses maigres ressources avec la collectivité.
Il fallait recréer en urgence un embryon de société. L'autre s'était porté volontaire pour diriger ce chantier difficile, et c'était à son avantage. C'est donc dans un élan de liesse populaire que l'autre fut accueilli au commandement suprême du territoire maudit. Abbas, c'était son nom, était un homme intelligent. Il avait bien compris que pour sortir du chaos, il fallait rassembler toutes les bonnes volontés. Le chantier était immense. Le travail de plusieurs années était perdu dans tous les domaines de la connaissance, notamment la mémoire des processus de fabrication. Pendant de longues années, on n'en verrait pas la fin, pour peu que des tensions surgissent entre les actifs et qu'elles dégénèrent en combats fratricides. La chose paraissait inévitable sur la durée, étant donné le tempérament envieux et jaloux des humains. Mais le sauveur de la nation était là. Il venait de redonner de l'espoir aux habitants de ce territoire maudit. Il avait osé donner l'exemple. Sa bonne volonté lui fit des disciples. C'était pour le bien de tous. Abbas était juste, mais aussi chacun lui apportait volontiers son aide, son soutien, sans rechigner. Dans ce marché, il était doublement gagnant. Non seulement le peuple s'échinait à reconstruire les routes et les bâtiments, mais en plus, il remerciait généreusement son chef en le couvrant de cadeaux utiles, souvent de la nourriture, afin qu'il ne manquât de rien. Abbas était l'homme de la situation, mais le territoire était exsangue. La monnaie des échanges était le troc, assorti de quelques objets d'art trouvés dans les décombres. Le peuple était pauvre, mais, grâce à l'exemple d'Abbas, il était plein de bonne volonté et avait même retrouvé l'enthousiasme et l'espoir. Les échanges de services entre citoyens apaisaient les relations de voisinage. D'ailleurs, Abbas réconfortait ses troupes en leur déclarant « Compagnons de misère, seule notre volonté et notre courage nous sortiront de ce mauvais pas. Nous sommes sur la bonne voie, rassurez-vous, en comptant sur la force de nos bras, nous gagnerons ce combat. » Le peuple avait écouté le message. Abbas releva le territoire maudit de ses ruines. Ses premières ambitions se commuèrent en sagesse au fur et à mesure qu'il prenait conscience de l'importance de sa mission aux yeux du peuple. Reconstruire le territoire, c'était déjà un défi titanesque, mais la moindre avancée de ses travaux était immédiatement perceptible, ce qui remontait le moral des troupes, les flattait, les encourageait et contribuait à recréer des liens fraternels entre les habitants. Avant la catastrophe, les citoyens n'avaient plus confiance en leurs dirigeants. La presse ne manquait pas d'étaler leurs frasques coûteuses quand ce n'était pas des prises illégales d'intérêt ou carrément des détournements de fonds publics. Ils étaient souvent les premiers à enfreindre les lois. Il ne fallait pas s'étonner alors que les citoyens fissent de même, et cela durait depuis des siècles. Le pouvoir profitait presque toujours à ses détenteurs de la même manière, même s'ils se réclamaient au départ d'idéaux révolutionnaires. Le pire, c'est qu'en dépit de leur court passage sur terre, les puissants s'arrangeaient pour accaparer les arcanes du pouvoir au profit de leur lignée. De sorte que la puissance, la richesse, ne changeaient jamais de main. Parfois le peuple excédé se révoltait, mais les puissants savaient le faire taire avec leur police, leurs soldats en armes. Comme l'histoire se répétait indéfiniment, le peuple finissait par se persuader que son sort était fatal, qu'il ne pourrait rien y changer, quoi qu'il fît. Mais avec Abbas, tout était tellement différent. La population avait tant souffert après une telle catastrophe qu'il eût été trop cruel et même criminel de la brimer davantage en la rendant esclave d'un pouvoir despotique. Abbas comprenait cela et ne chercha jamais à profiter du malheur de ses concitoyens. 20 ans après la catastrophe et l'arrivée au pouvoir d'Abbas, chacun pouvait se réjouir à la vue des ouvrages reconstruits pour le bien des survivants du territoire maudit. Abbas était toujours égal à lui-même.
Le peuple lui était reconnaissant pour sa volonté et sa sagesse, mais aussi pour le pragmatisme dont il avait fait preuve en débarrassant la nouvelle société de tout ce qui alourdissait autrefois la vie des citoyens, à commencer par la morale culpabilisante et traumatisante. Dès le début, Abbas avait détendu l'atmosphère en démontrant à ses concitoyens que les règles de la société d'avant la catastrophe, celles des religieux et celles de l'autorité civile, n'étaient destinées qu'à renforcer et pérenniser le pouvoir des nantis au détriment des plus démunis. Chaque jour, il en faisait la démonstration et s'éloignait des schémas traditionnels. La morale n'était qu'un garde-fou, érigé pour rendre le peuple docile, pour qu'il se croie toujours coupable. Elle imposait ses schémas de vie rigides aux individus, y compris même dans les moments les plus intimes. Abbas considérait qu'il refaisait le monde comme les premiers hommes avaient dû le construire au premier temps de notre histoire. Mais à la différence des hommes primitifs, ses compagnons et lui-même avaient le souvenir de leur expérience de vie antérieure au séisme. Ils ne partaient pas de zéro, mais d'une civilisation très élaborée. Peu à peu, ils reconstituaient leur territoire en prenant en compte les bouleversements intervenus dans le relief et s'appliquaient à en dessiner une nouvelle cartographie. Ils retrouvaient des repères, si bien qu'en quelques années, ils avaient réussi à recréer des régions et des circonscriptions administratives. Ils en étaient fiers, ils ne manquaient pas d'organiser des semaines festives et même orgiaques pour se vautrer à nouveau dans le plaisir et oublier la catastrophe. Abbas a toléré ces excès, mais il avait créé des unités de police chargées de contrôler ces débordements. Ces policiers pratiquaient les arts martiaux, mais ils n'étaient pas armés. Connaissant le caractère fantasque et imprévisible des humains dans les grandes beuveries, Abbas préférait éviter que les fêtes ne tournent au drame. C'est alors qu'un nouveau boom des naissances repeupla le territoire maudit. La vie triomphait enfin. C'est dimanche aujourd'hui, et c'est jour de fête au pays. Un jour pas comme les autres, un jour magique, un de ces dimanches comme on n'en a pas connu depuis longtemps. Ce matin, dès les premières lueurs de l'aube, une effervescence inaccoutumée s'empare du village. Quelque chose se prépare. De chaque maison s'échappent des rires, des cris de joie ou d'impatience. Ici, chacun est impliqué dans la préparation de la fête du grand patron. Abbas le vénéré, le frère tant aimé, l'ami fidèle et généreux, l'amant le plus doux et le plus loyal, l'homme le plus viril et le plus courageux du pays de Cran. En ce dimanche de fête mémorable, le village s'apprête à recevoir la visite de son grand patron. À chaque balcon sont installées des guirlandes, des étendards, des bannières aux couleurs vives, des hampes florales en abondance. Le village sort brusquement de sa torpeur quotidienne avec cette explosion de joie qui signifie que tout le monde est heureux, que la société est en parfaite harmonie, que tous les villageois sont unis dans cette célébration collective. L'amitié et l'amour règnent en maître au village de Cran. Personne n'y déroge, le bonheur est partagé de tous. Les villageois n'ont qu'une hâte, retrouver Abbas le bien-aimé. Des réunions acharnées jusqu'aux heures les plus avancées de la nuit ont précédé cette journée pour s'assurer qu'aucun préparatif n'avait été oublié. Le jour J, les hommes revêtiront leurs beaux costumes noirs et leurs grands chapeaux en signe de respect. Ils chanteront tous en chœur l'hymne fraternel en l'honneur d'Abbas. Des tréteaux ont été dressés sur la place du village, sous les platanes géants, pour accueillir l'orchestre et les troupes de saltimbanques. Tout autour de la scène, des tables et des bancs recevront les convives, Abbas et ses amis. Là, ils partageront un repas pantagruélique, préparé avec amour. Le vin, cet élixir de la fête, sera servi en abondance dans les bars et les tavernes du village du matin jusqu'au soir par les filles du pays les moins farouches.
D'autres filles plus belles et élégantes, soucieuses de leur apparence, accueilleront le grand patron paré de leurs plus beaux atours. Parmi elles, Abbas fera connaître aux villageois l'élu de son cœur, sa nouvelle amie intime, la plus mystérieuse. Repartir de zéro, un livre de Josiane Francis. Repartir de zéro, un livre de Josiane Francis. Avec la lunette du télescope que ses parents lui avaient offert le jour de ses 15 ans. Avec la lunette du télescope que ses parents lui avaient offert le jour de ses 15 ans. Sur Internet, des travaux de recherche des astrophysiciens sur Internet, sur les éruptions solaires de recherche des astrophysiciens de notre galaxie, sur les éruptions solaires et les trous noirs de notre galaxie. Des catastrophes naturelles, la NASA en annonçait tous les jours. Des catastrophes naturelles, la menace de l'astéroïde Bénur, qui devait percuter la Terre dans une centaine d'astéroïdes Bénur, en l'amputant d'une portion de Terre dans une centaine d'années au moins, en l'amputant d'une portion de territoire de même superficie que la France. Plus elle scrutait le ciel, et plus elle pressentait qu'il allait bientôt se passer quelque chose sur la Terre. Et plus elle pressentait qu'il allait bientôt se passer quelque chose sur la Terre. C'était la fin de l'été. Comme chaque année, des incendies gigantesques venaient de dévaster des milliers d'hectares de forêt. Chaque année, des incendies gigantesques venaient de dévaster des milliers d'hectares de forêt. On entendit d'abord un grondement sourd. Puis la terre s'est mise à trembler comme dans un film d'épouvante. Puis la terre s'est mise à trembler comme dans un film d'épouvante. La maison de Moira était tellement secouée que les étagères de vaisselle et de maison de Moira était de fleurs et les cages à oiseaux que les étagères de vaisselle et de livres, entraînant dans leur chute de fleurs et les cages à oiseaux d'objets se renversaient, entraînant dans leur chute une multitude d'objets divers, des bibelots, des portraits et de télévision, tous les meubles avaient cessé d'émettre. Les villes, de radio, les villages et les campagnes avaient cessé n'offraient que la vision d'un spectacle de désolation. Les villages et les campagnes, la population se tairait comme elle pouvait, de désolation, évitant de courir dans tous les sens, conformément aux recommandations. Évitant de courir dans tous les sens, conformément aux recommandations. Le calme est revenu. À sa grande surprise, un matin, malgré l'ampleur du désastre, Moira était encore vivante. Malgré l'ampleur du désastre, aussitôt les noms de ses parents et de ses amis vivante. Mais personne ne cria aussitôt les noms de ses parents et de ses amis ensevelis. Mais personne ne répondit mal. Quel intérêt trouverait-elle à la vie sans sa famille, sans ses amis? Quel intérêt trouverait-elle à la vie sans sa maison, sans ses amis? N'était plus qu'un tas de ruines. Elle se décida enfin à sortir de sa maison, de chez elle, qui n'était plus qu'un tas de ruines. Les immeubles voisins autour de chez elle étaient ahurissants. Une faille béante s'était creusée au milieu de la rue. Une faille béante s'était creusée au milieu de la rue. Qu'elle a réalisé ce matin-là que les oiseaux se taisaient. Qu'elle a réalisé ce matin-là lentement dans les platanes effeuillés du bord du canal. Elle les voyait voleter lentement dans les platanes effeuillées du bord du canal. Était-elle devenue mais leur bec ne produisait aucun son. La tempête avait tout déshabillé dans son souffle puissant. Mais elle n'avait pas tout emporté. La tempête avait tout déshabillé dans son souffle puissant. Mais elle n'avait pas tout emporté. Comme s'il voulait s'excuser en disant qu'il n'était pour rien dans ce désastre. Comme s'il voulait s'excuser était-il reconnaissant pour les épluchures de légumes dans ce désastre. Qu'elle déposait pour lui dans le jardin au pied des épluchures de légumes qu'elle déposait pour lui dans le jardin au pied des arbres. Elle retrouva son téléphone portable dans les outil de communication avec la civilisation. Son téléphone portable. Cet outil de communication avec la civilisation. Elle poussa un soupir de soulagement. Il était devenu si indispensable. Mais tous les logos des applications avaient disparu, laissant la place à un écran gris laissant la place à un écran gris, un miroir sur lequel n'apparaissait que son Voilà ce qu'était devenu son smartphone, un miroir. Inutile d'essayer de mettre devenu son smartphone pour retrouver une connexion avec le monde. Inutile d'essayer de mettre le contact pour retrouver une connexion avec le monde. Passée, présente ou à venir. Ne trouver aucune trace de connexion passée, le troisième jour. Elle désespérait à l'idée de ne plus revoir ses proches. Le troisième jour, aucun appel elle désespérait à l'idée de ne plus revoir ses proches. Comment allait-elle faire pour ne s'échapper des ruines dans toute la rue?
Comment allait-elle faire pour nauséabonde des cadavres en décomposition finit par la décourager. Nauséabonde des cadavres en décomposition, mais pour finit par la décourager. Elle ne pouvait qu'errer d'un monticule de décombres à un autre. Toutes les rues étaient ensevelies. D'un monticule de décombres à un autre. Elle ne reconnaissait plus rien. Toutes les rues étaient ensevelies. Elle devait accepter l'idée que tout était mort autour d'elle. Elle devait accepter l'idée que tout était mort autour d'elle. Elle se décida à suivre ce qui ressemblait à un chemin tracé entre les décombres. Elle se décida à suivre ce qui ressemblait à un chemin tracé entre les décombres pour se mettre en quête de survivants. Nostradamus, l'apôtre Jean et de nombreux voyants avaient prédit l'apôtre Jean et de nombreux voyants avaient prédit l'apocalypse que nos vies demeuraient épargnées douillettement grâce au progrès des sciences que nos vies demeuraient épargnées douillettement les maladies contagieuses des mortifères très invalidantes comme la peste, maladies contagieuses mortifères, la tuberculose, la polio comme la peste avaient quasiment disparu grâce aux campagnes de vaccination et avait quasiment disparu grâce aux campagnes de vaccination à éviter la souffrance aux mères parturientes. On avait réussi une batterie de vaccins la souffrance aux mères parturientes. Des affections cancéreuses les plus coriaces. Une batterie de vaccins aussi était venue à bout des affections cancéreuses les plus d'un quart de siècle au moins. Aussi, pour la quasi-totalité avait été retardée d'un quart de siècle au moins. La mort n'avait pas pu disparaître des hommes et on faisait en sorte d'y arriver. La mort n'avait pas pu disparaître et en l'acceptant comme une mesure naturelle, inévitable. Sur l'échelle, et en l'acceptant comme une usure naturelle, inévitable, sur l'échelle du temps. Les forces obscures qui gouvernent l'univers n'ont pas accepté les forces obscures qui gouvernent l'univers n'ont pas accepté c'était que des humains s'en tirent. Depuis des siècles, ces derniers jouaient aux apprentis sorciers, sans toutefois menacer l'équilibre de leur planète, aux apprentis sorciers, et encore moins sans toutefois menacer l'équilibre de leur planète, la communauté et encore moins celui des d'alarme, qui déclarait les humains responsables des dérèglements d'alarme, qui déclarait les humains responsables des dérèglements paradoxal du sacro-saint progrès scientifique. Le caractère paradoxal du sacro-saint progrès scientifique n'est pas intrinsèquement pervers chez les humains. D'ailleurs, personne n'ignore que le meilleur intrinsèquement pervers échappe inexorablement à la perfection. Personne n'ignore que le meilleur d'entre nous échappe inexorablement à la mathématique. Les chercheurs découvrent une loi de physique à appréhender la totalité de ses possibles implications sur notre univers la totalité de ses possibles implications sur notre univers tellement n'avait cessé de croître. Or, les ressources anneaux et énergie fossile n'avaient cessé de progressivement les ressources anneaux et énergie fossile pour les exploiter, on avait dû sacrifier maintes fois l'environnement. Pour les exploiter, comme toujours, on avait sacrifié maintes fois l'environnement et ses choix. Comme toujours, c'est la fente de la calotte glaciaire qui fait prendre conscience de l'ampleur de la calotte glaciaire, ce manomètre naturel qui en prenait l'ampleur des dégâts, venait de redescendre sur la position zéro, qui en prenait la mesure, venait de redescendre sur la position zéro. Après des siècles de développement du cerveau humain et de ses capacités cognitives, après des siècles de développement du cerveau humain et de ses capacités cognitives, des ressources de la planète, qui lui avait donné un revers brutal, venait de remettre en question les avancées obtenues, un revers brutal venait de remettre en question les avancées obscures telluriques des forces s'étaient ralliées à celles du cosmos. Les forces obscures bombarder la Terre de toutes parts ralliées à celles du cosmos. Les terriens pour bombarder la Terre de toutes parts et en séismes, incendies gigantesques, tsunamis, pluies diluviennes, inondations, tornades et cyclones, pluies diluviennes, inondations, tornades et cyclones, et parvenu au stade de propagé à la vitesse grand V, ajouter à cela le fléau au stade de pandémie, ou plus exactement, ajouter à cela le fléau de la guerre, et vous comprendrez plus exactement la planète Terre s'est brusquement vidée de la plupart de ses habitants, la planète Terre s'est brusquement vidée de la plupart de ses habitants, c'est tout le cycle de la vie sur Terre qui venait de recevoir un coup d'arrêt. C'est tout le cycle de la vie sur Terre qui venait de recevoir les premiers survivants d'un tel cataclysme. Le découragement. La surface de la Terre n'était plus qu'un gigantesque charnier.
La Les surface humains de la tombaient Terre comme des n'était mouches plus qu'un dans les zones gigantesque balayées charnier. par les explosions Les humains nucléaires. tombaient comme des Les mouches frontières dans des les pays zones balayées s'étaient par les effacées, explosions comme si elles nucléaires. n'avaient jamais Les existé. frontières des pays Mais les hommes et s'étaient les femmes effacées, qui comme si survivaient elles n'avaient jamais s'acharnaient à existé. tout remettre en Mais les ordre, hommes et les à femmes qui reconstruire les bases survivaient de la société, s'acharnaient à tout malgré le remettre en chaos et ordre, la perte à de la plus reconstruire grosse les partie bases de des la pièces société, du puzzle, malgré le chaos les et la perte de la savoir-faire. plus grosse partie des D'ailleurs, pièces on du manquait puzzle, cruellement de les savants, savoir-faire. d'ingénierie et de D'ailleurs, main-d'œuvre pour on manquait reconstruire. cruellement de Les savants, maladies disparues d'ingénierie depuis et de longtemps main-d'œuvre pour ressurgissaient. reconstruire. Les Des hôpitaux maladies et les disparues cliniques depuis longtemps manquaient ressurgissaient. d'équipements, de Les médicaments hôpitaux et de et les personnel cliniques soignant. manquaient Les d'équipements, pays occidentaux de que l'on croyait médicaments et riches de personnel rivalisaient soignant. désormais de Les pauvreté pays et de occidentaux misère que l'on croyait avec les riches États africains. rivalisaient désormais On de opérait pauvreté des et de patients à misère la hâte avec les États dans des africains. hôpitaux On improvisés opérait des et patients à la entièrement hâte dépourvus de dans des personnel qualifié. hôpitaux improvisés. Trop de Et gens avaient besoin entièrement de la dépourvus chirurgie de personnel car les qualifié. humains ne savaient Trop de gens calmer avaient ni besoin de leur la chirurgie, cupidité, car ni les leurs humains sentiments ne de savaient haine. calmer ni leur Ils passaient cupidité, leurs ni derniers leurs instants de sentiments vie de à haine. s'entretuer dans des guerres Ils passaient leurs interminables. derniers Les instants de vie survivants à à ces conflits étaient s'entretuer dans des dépourvus guerres d'état d'âme, de interminables. pitié, Les et d'une survivants à quelconque ces conflits morale. étaient Ces dépourvus brutes ne d'état savaient d'âme, rien faire de d'autre que pitié la ou guerre. d'une quelconque Comme les morale. bêtes sauvages Ces de la brutes ne jungle, savaient rien ils ne se faire battaient d'autre que que par la guerre. instinct égoïste Comme les de bêtes survie. sauvages de la Ils ne jungle, faisaient plus ils de ne se battaient projets, que par la instinct mort trop égoïste vite de arrivée survie. était Ils ne leur lot faisaient plus de quotidien. projets, la mort trop vite arrivée était leur lot quotidien. Or, c'est souvent au milieu des pires catastrophes que les humains de nature exceptionnelle voient le jour, que les humains de nature exceptionnelle voient le jour, la cupidité et parviennent à œuvrer de façon généralement les positive. ambitieux. La Mais cupidité relever une région motive gravement généralement les sinistrée ambitieux nécessite Mais au relever une contraire région gravement générosité sinistrée et altruisme. nécessite au Ces contraire qualités très prisées générosité sont moins et répandues. altruisme. Cependant, on pouvait Ces encore les qualités trouver très chez prisées quelques sont êtres moins d'exception après la Cependant, catastrophe. on pouvait encore les trouver Cela, chez même quelques êtres dépourvus d'exception d'ambition, après la catastrophe. parce qu'ils ont su trouver une Cela, faille même essentielle dépourvus dans la d'ambition, nouvelle organisation parce du qu'ils ont monde, su trouver alors une qu'il faille n'était que chaos, essentielle dans la réussissent nouvelle à s'emparer organisation de du la monde, meilleure place, alors qu'il n'était celle que de la chaos, gouvernance. réussissent à s'emparer Très de la vite, meilleure ils en place, tirent une celle de légitimité la et gouvernance. jouissent d'un véritable Très pouvoir vite, ils sur en les tirent une esprits timorés qui les légitimité entourent. et jouissent d'un véritable Qui aurait pouvoir eu sur les l'idée de esprits s'installer timorés qui sur un les trône entourent. aussi défait, Qui aurait aussi eu l'idée moribond? de s'installer sur un trône Généralement, le aussi commun des défait, mortels aussi préfère moribond? baisser les bras et laisser Généralement, ces le sortes commun des d'ennuis, mortels la préfère gestion baisser des les bras situations et compliquées, laisser ces sortes voire d'ennuis, insolubles, la gestion à des d'autres. situations Mais compliquées, c'est à partir du voire moment où quelqu'un de insolubles, courageux à a d'autres. réussi à reprendre les affaires en main où que quelqu'un des de courageux concurrents se a réussi à prêts à reprendre les prendre affaires sa en main, place, sans que se des concurrents douter se que l'autre dévoilent, a déjà prêts à pris une prendre sa bonne place, avance sur eux. sans se douter que l'autre a déjà pris une L'arrivée bonne au avance pouvoir sur de eux. L'autre était très attendu sur L'arrivée cette au portion pouvoir du de territoire l'autre en ruine. était très attendue sur Les cette survivants portion avaient du besoin d'une territoire en organisation ruine. disciplinée, d'un Les dirigeant survivants capable avaient de prendre besoin des d'une décisions organisation et disciplinée, d'attribuer à chaque d'un citoyen dirigeant un capable de rôle dans prendre les des opérations de décisions et reconstruction d'attribuer du à chaque territoire. citoyen Un rôle La dans les population ne opérations de supportait plus de vivre reconstruction dans du l'anarchie, territoire. Le désordre, La population ne l'insécurité et leur supportait plus de corollaire, vivre dans le l'anarchie, manque d'hygiène, désordre, de soins médicaux, l'insécurité et de leur nourriture, corollaire, le manque l'installation d'hygiène, de l'ordre de soins sur le médicaux, trône fut de donc saluée nourriture. de tous les survivants L'installation par de des l'ordre sur le ovations, trône, des des démonstrations démonstrations de de joie, tous les survivants, notamment par des l'organisation de ovations, grandes fêtes, des où chacun démonstrations de partageait joie, ses maigres notamment ressources l'organisation avec de la grandes fêtes, collectivité. où chacun partageait ses Il maigres fallait ressources recréer en avec la urgence collectivité. un embryon de société. Il fallait recréer en urgence L'autre s'était un porté embryon de volontaire pour société. diriger ce chantier difficile. L'autre Et s'était c'était porté à son volontaire pour avantage. diriger ce C'est chantier donc dans un difficile, élan de liesse et c'était à populaire son que l'autre avantage. fut accueilli. C'est Au donc dans un commandement élan de suprême liesse du populaire territoire que l'autre maudit. fut accueilli au commandement suprême du territoire maudit. Abbas, c'était son nom, était un homme intelligent. Abbas, il avait bien compris c'était que son pour nom, sortir du chaos, était il un fallait homme rassembler intelligent. toutes les bonnes volontés. Il avait bien compris Le que pour chantier sortir était du chaos, immense. il fallait rassembler Le toutes les travail bonnes de plusieurs volontés. années était Le perdu chantier dans tous les était domaines immense. de la connaissance. Le travail de plusieurs Notamment la années mémoire était des perdu dans des tous les processus domaines de de la fabrication. connaissance. Notamment la Pendant de mémoire longues années, des on n'en processus verrait de pas la fin. fabrication.
Pour peu que des tensions surgissent entre les actifs, on n'en verrait pas et qu'elles dégénèrent en combat fratricide. Pour peu que des tensions surgissent entre les actifs, la chose paraissait inévitable sur la durée, étant donné le tempérament envieux et inévitable sur la durée. Étant donné le tempérament envieux et jaloux, il venait de redonner de l'espoir aux habitants de la nation maudite. Il venait de redonner de l'espoir aux habitants de sa bonne volonté. Il avait osé donner l'exemple. C'était pour le bien de tous. Sa bonne volonté. Abbas était juste. Mais aussi pour le bien de tous. Lui apporter volontiers son aide. Abbas était juste. Son soutien, chacun sans apporter volontiers son aide. Dans ce marché, son soutien, il était doublement gagnant. Non seulement le peuple s'échinait à reconstruire les routes et les bâtiments, non seulement le peuple s'échinait généreusement son chef et les bâtiments, couvrant de cadeaux utiles, il remerciait généreusement son chef afin qu'il ne manquât de cadeaux utiles, souvent de la nourriture, afin qu'il ne manquât de rien. Mais le territoire était exsangue. Abbas était l'homme de la des échanges était le trop. Mais le territoire était exsangue. Quelques objets d'art. La monnaie des échanges était le trop. Le peuple était assorti de quelques objets d'art. Grâce à l'exemple d'Abbas, il était plein de bonne volonté. Et avait grâce à l'exemple d'Abbas, il était plein de bonne volonté. Les échanges de services entre citoyens et l'espoir. Apaiser les relations de services entre citoyens. Apaiser les relations de voisinage. Abbas réconfortait ses troupes en leur déclarant d'ailleurs, compagnons de Abbas réconfortait ses troupes en leur volonté et notre courage, compagnons de misère, de ce mauvais pas. Notre volonté, nous sommes sur la bonne voie, rassurez-vous de ce mauvais pas. En comptant sur la force de la bonne voie, nous gagnerons ce combat. Rassurez-vous, en comptant sur la force de nos bras, nous gagnerons ce combat. Abbas releva le territoire maudit de ses messages. Ses premières ambitions relevaient le territoire maudit de ses ruines. Au fur et à mesure ambitions se commuèrent en l'importance de sa mission. Au fur et à mesure qu'il prenait conscience, reconstruire le territoire, c'était déjà un défi titanesque. Mais reconstruire le territoire, c'était déjà un défi titanesque. Immédiatement perceptible. Mais la moindre avancée qui remontait le moral des troupes était immédiatement perceptible. Les encourager qui remontaient le moral des troupes à recréer des liens fraternels. Les encourager les habitants et contribuer à recréer des liens fraternels. Avant la catastrophe, les citoyens n'avaient plus confiance à leurs dirigeants. Avant la presse ne manquait pas d'étaler leurs phrases confiance à leurs dirigeants. Quand ce n'était pas la presse ne manquait pas d'étaler leurs phrases ou carrément des détournements de fonds. Pas des prises illégales d'intérêt ou carrément des détournements de fonds publics. Il ne fallait pas s'étonner alors que les citoyens fissent de même. Et cela durait il ne fallait pas s'étonner alors que les citoyens fissent de même. Et cela durait des siècles. De la même manière, presque toujours, même s'ils se réclamaient au départ de la même manière. Même s'ils se réclamaient au départ de leur idéaux révolutionnaires, les puissances s'arrangeaient pour accaparer les arcanes du pouvoir, les puissances s'arrangeaient pour accaparer, de sorte que la puissance, la richesse ne changeait jamais de main, de sorte que la puissance, la richesse ne changeait jamais de main. Savaient le faire taire. Parfois le peuple excédé se révoltait, leurs soldats et les puissances savaient le faire taire. Comme l'histoire se répétait indéfiniment, leurs soldats à le peuple finissait par se persuader. Comme l'histoire se répétait indéfiniment, était fatal. Le peuple finissait par se persuader que son sort était fatal, qu'il ne pouvait rien y changer. Mais Abbas, quoi qu'il fût, avec Abbas, tout était tellement différent. Mais Abbas, la population avec Abbas, tout était tellement différent. Une telle catastrophe. La population avait tant souffert après la brimer davantage, à la rendant esclave et même criminelle, de la brimer davantage, à la rendant esclave et ne chercha jamais à profiter du malheur de ses concitoyens. Et ne chercha jamais à profiter du malheur de ses concitoyens. La catastrophe et l'arrivée au pouvoir d'Abbas, 20 ans après, la catastrophe, chacun pouvait se réjouir et l'arrivée au pouvoir d'Abbas reconstruit pour le bien des survivants du territoire maudit. À la vue des ouvrages reconstruits, Abbas était toujours égal à des survivants du territoire maudit. Le peuple lui était reconnaissant. Abbas était toujours égal à sa sagesse. Le peuple lui était reconnaissant dont il avait sa volonté et sa sagesse. En débarrassant la nouvelle société de tout ce qui alourdissait autrefois la vie des citoyens. La nouvelle société de tout ce qui alourdissait autrefois la vie des citoyens. À commencer par la morale culpabilisante. Abbas avait détendu l'atmosphère en démontrant à ses concitoyens que les règles de la société d'avant la catastrophe, celles des religieux et règles de la société d'avant la catastrophe, n'étaient celles des religieux et celles de l'autorité pérennisée, le pouvoir des nantis, renforcer et pérenniser, le pouvoir des nantis faisait la démonstration et s'éloigner
des schémas Chaque jour, traditionnels. il en faisait la La démonstration morale et n'était qu'un s'éloignait garde-fou des schémas érigé traditionnels. pour rendre le peuple docile. La morale n'était pour qu'un qu'il se garde-fou croie toujours érigé coupable. pour rendre le peuple Elle imposait docile ses schémas de pour vie qu'il se rigides aux croie toujours individus, coupable, y compris Elle même imposait ses dans schémas les de vie moments les rigides plus aux intimes. individus, y compris même Dans les moments les Abbas plus intimes. considérait qu'il refaisait le monde comme les premiers hommes avaient Abbas dû le construire. considérait qu'il Au premier refaisait temps le de notre monde histoire. comme les premiers hommes avaient Mais dû à le la différence construire. des hommes Au premier primitifs, temps de notre ses histoire. compagnons et lui-même Mais à la avaient le différence souvenir des de hommes leur primitifs, expérience de vie ses antérieure compagnons au et séisme. lui-même avaient le Ils ne souvenir de partaient leur pas de expérience zéro, de vie mais d'une antérieure au civilisation séisme. très élaborée. Ils ne partaient pas Peu à de peu, zéro, ils mais d'une reconstituaient civilisation leur très territoire élaborée, en prenant en Peu à compte peu, les ils bouleversements reconstituaient intervenus dans leur le relief, territoire en et prenant en compte s'appliquaient les à en dessiner une bouleversements nouvelle intervenus dans le cartographie. relief. Ils Et retrouvaient des s'appliquaient à en repères, dessiner si une bien nouvelle qu'en quelques cartographie. années, Ils avaient ils réussi à retrouvaient des recréer des repères, régions, si et bien des qu'en quelques circonscriptions années, ils avaient administratives. réussi à recréer des Ils en régions étaient fiers, et des ils ne circonscriptions manquaient pas administratives. d'organiser des semaines Ils en étaient festives fiers et même ils ne manquaient orgiaques pas pour d'organiser se des vautrer semaines à nouveau dans le festives plaisir et et oublier même la catastrophe. orgiaques. Pour se vautrer à nouveau Abbas dans le a plaisir et toléré oublier ces la excès, catastrophe. mais il avait créé des unités de police Abbas a chargées toléré de ces contrôler excès, ces mais débordements. il avait créé des Ces unités de policiers police pratiquaient les arts chargées de martiaux, contrôler ces mais ils n'étaient débordements. pas armés. Ces policiers pratiquaient les arts martiaux, Connaissant le mais ils caractère n'étaient pas fantasque armés. et imprévisible des humains dans les grandes Connaissant le peuveries, caractère fantasque Abbas et préférait imprévisible éviter des que les humains fêtes dans nous les tournent grandes au drame. peuveries. C'est Abbas alors qu'un préférait nouveau éviter boom que des les fêtes naissances nous tournent au repeupla drame. le territoire C'est alors maudit. qu'un nouveau La boom vie des triomphait naissances enfin. repeupla le territoire maudit. La vie triomphait enfin. C'est dimanche aujourd'hui, et c'est jour de fête au pays. Un jour C'est pas comme dimanche les autres. aujourd'hui, Un et jour c'est magique. jour de fête au Un de pays. ces dimanches Un comme on jour n'en a pas pas comme connu les depuis autres. longtemps. Un jour magique. Ce matin, Un de ces dimanches dès comme on les n'en a pas premières connu lueurs depuis de longtemps. l'aube, une Ce effervescence matin, inaccoutumée dès s'empare les du premières village. lueurs de l'aube, Quelque chose une se effervescence prépare. De inaccoutumée chaque maison s'empare du s'échappent village. des rires, des Quelque cris de chose joie se ou prépare. d'impatience. De chaque Ici, maison chacun est s'échappent des impliqué rires, dans des la cris de joie préparation ou de la fête d'impatience. du grand patron. Ici, chacun est Abbas impliqué le dans vénéré, la le préparation de la frère fête tant du aimé, grand patron. l'ami fidèle et généreux, Abbas le vénéré, l'amant le plus doux le et frère le plus tant loyal, aimé, l'ami l'homme le fidèle et plus généreux, viril et le l'amant plus le plus courageux doux et le plus du pays de loyal, Cran. l'homme le plus En ce viril dimanche et de le fête plus courageux mémorable, du pays le de village Cran. s'apprête à En recevoir ce dimanche la de visite fête de son grand mémorable, patron. le village À chaque s'apprête à balcon sont recevoir installées la des visite de guirlandes, son grand patron. des étendards, des À chaque bannières aux balcon couleurs sont vives, installées des des hampes guirlandes, florales en des abondance. étendards, des Le bannières aux village couleurs sort vives, brusquement de des sa hampes torpeur florales en quotidienne, abondance. avec cette Le explosion village de sort joie, brusquement de sa torpeur qui quotidienne, signifie que tout le avec monde cette est heureux, explosion de que la joie, société est en parfaite qui harmonie, signifie que que tout tous le les monde est villageois heureux, sont que unis la dans société cette est en parfaite célébration harmonie, collective, que tous les villageois sont l'amitié et unis l'amour dans cette célébration règnent en collective. maître au village de Cran. L'amitié et l'amour Personne n'y déroge. règnent en maître Le bonheur au est village partagé de de Cran. tous. Les villageois Personne n'ont n'y qu'une déroge. hâte. Le bonheur est partagé Retrouver de tous. Abbas, le Les bien-aimé. villageois n'ont qu'une hâte. Des réunions Retrouver acharnées jusqu'aux Abbas, heures les le plus bien-aimé. avancées de la nuit ont Des précédé réunions cette acharnées journée jusqu'aux pour heures les s'assurer plus qu'aucun avancées de la préparatif nuit n'avait été ont précédé oublié. cette journée Le jour pour J, s'assurer qu'aucun les hommes préparatif revêtiront n'avait leurs été beaux oublié. costumes noirs Le et jour leurs J, grands chapeaux en les signe hommes de respect. revêtiront leurs beaux Ils costumes chanteront noirs tous en chœur et leurs l'hymne grands chapeaux en fraternel signe de en respect. l'honneur d'Abbas. Ils chanteront tous en Des chœur tréteaux ont l'hymne été fraternel dressés sur la place en du l'honneur village, d'Abbas. sous les platanes Des géants, tréteaux ont été pour dressés accueillir sur la place du l'orchestre village et les troupes sous de les platanes saltimbanques. géants. Tout Tout autour accueillir de la scène, l'orchestre et les troupes tables de et des bancs saltimbanques. recevront les convives. Tout autour de la Abbas scène et ses amis. des tables et des bancs recevront Là, les ils convives. partageront un repas Abbas et ses amis. pantagruélique, préparé avec Là, amour. ils partageront un repas Le vin, pantagruélique, cet élixir de la préparé avec fête, amour, sera servi en abondance le vin, cet dans les bars et élixir les de la tavernes fête, du village, sera servi du en matin jusqu'au abondance soir, dans par les les bars et filles les du pays tavernes les du moins village, farouches, du matin jusqu'au d'autres soir, filles plus par les belles filles du et pays les élégantes, moins farouches, soucieuses de leur d'autres apparence, filles plus belles accueillent le et grand élégantes, patron paré de leurs plus soucieuses beaux de leur atouts. apparence, accueilleront le Parmi grand elles, patron Abbas paré fera de leurs connaître plus aux beaux villageois atouts, l'élu de son cœur. Parmi elles, Sa nouvelle Abbas amie fera intime, connaître aux la villageois plus l'élu de son mystérieuse, cœur. Sa nouvelle amie intime, la plus mystérieuse.
Repartir de zéro, un livre de Josiane Francis.
Moira scrutait souvent le ciel, avec la lunette du télescope que ses parents lui avaient offert le jour de ses 15 ans. Depuis quelques années déjà, elle suivait sur Internet les travaux de recherche des astrophysiciens sur les éruptions solaires et les trous noirs de notre galaxie, ou au-delà. Des catastrophes naturelles, la NASA en annonçait tous les jours. Ainsi, par exemple, la menace de l'astéroïde Bénur, qui devait percuter la Terre dans une centaine d'années au moins, en l'amputant d'une portion de territoire de même superficie que la France. Moira n'était pas rassurée. Plus elle scrutait le ciel, et plus elle pressentait qu'il allait bientôt se passer quelque chose sur la Terre. Elle ne se trompait pas. C'était la fin de l'été. Comme chaque année, des incendies gigantesques venaient de dévaster des milliers d'hectares de forêt. On entendit d'abord un grondement sourd. Puis la terre s'est mise à trembler comme dans un film d'épouvante. Le sol allait-il se dérober? La maison de Moira était tellement secouée que les étagères de vaisselle et de livres, les pots de fleurs et les cages à oiseaux se renversaient, entraînant dans leur chute une multitude d'objets divers, des bibelots, des portraits, tous les meubles valsaient. Les chaînes de radio et de télévision avaient cessé d'émettre. Les villes, les villages et les campagnes n'offraient que la vision d'un spectacle de désolation. La population se terrait comme elle pouvait, évitant de courir dans tous les sens conformément aux recommandations. Un matin, le calme est revenu.